Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la quatrième vidéo de ce cours qui est consacré à l'art, à la technique et au travail. Désolé de ne pas avoir posté cette vidéo avant. En tout cas, voilà, on se retrouve pour continuer à explorer ce chapitre avec ses différents aspects. On est toujours donc dans cette première partie consacrée à l'artiste et en l'occurrence dans le petit b qui s'appelle l'artiste et le génie. Alors pourquoi parler du génie en art ? Parce que souvent, effectivement, les philosophes se sont intéressés au cas du génie. Le génie, qu'est-ce que c'est ? On va explorer ensemble cette définition et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un génie artistique, c'est une personne qui va être très emblématique de ce que finalement les qualités artistiques peuvent produire de plus absolu, en quelque sorte, chez les artistes en général. On sait très bien que si on analyse un petit peu les génies, allons-y, hein, les génies sont les noms qui viennent tout de suite en tête. Quand on parle de musique, vous allez dire Mozart. Quand on parle de peinture, vous allez dire Picasso. Quand on vous parle de sculpture, vous allez penser Rodin. Quand on vous parle de cinéma, vous allez penser à des gens comme Charlie Chaplin ou John Ford. En tout cas, dans cette définition qu'on va avoir des génies en général, eh bien, il va y avoir des points communs qu'on va trouver. Parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on dit « Ah, un tel, c'est un véritable génie », et puis qu'aussitôt après, on se dit « Mais finalement, pourquoi est-ce que je dis que c'est un génie ? Parce qu'il est très bon ?» On peut être un artiste très talentueux sans pour autant être un génie. La notion de génie correspond à des critères extrêmement précis. Et puis, dernier point qu'on va aborder à la fin de ce chapitre, c'est que si on regarde un petit peu l'étymologie du mot génie, on va retrouver une similitude entre le mot génie et le mot gène, génétique. Parce qu'il semblerait que pour beaucoup de gens, dans l'esprit du grand public, quelqu'un qui est un génie, il est né comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est né avec un esprit, un cerveau un petit peu différent, un petit peu au-dessus de la moyenne, ce qui va lui permettre de faire des choses beaucoup plus abouties que ce que peuvent faire les autres artistes. Et donc, voilà, le génie est toujours mis en avant, mais sur un piédestal. Et c'est notamment ce qui va gêner, par exemple, Nietzsche. Parce que si on parle de génie, de génétique et de ces mots-là, il y a un autre mot beaucoup plus gênant qui vient à l'esprit, c'est le mot de eugénisme. Je ne sais pas si vous connaissez l'eugénisme. L'eugénisme, ça consiste à dire que, si on trie correctement, génétiquement, les individus, ou alors si on les modifie génétiquement, la question a pu être d'actualité notamment avec le clonage humain, qui a été une notion qui a été mise sur le tapis il y a quelques années, on pourrait effectivement produire de toutes pièces des génies. Ou alors on pourrait se dire, si moi je veux que mon enfant soit génial, j'ai tout intérêt à le concevoir dans telle situation. On se souvient par exemple d'une anecdote assez marrante qui correspond tout à fait à ça. Il y avait une danseuse et actrice qui s'appelait Isadora Duncan qui avait rencontré un jour Albert Einstein, lors d'une soirée mondaine probablement, et alors on se demande si c'est vrai ou pas, mais enfin en tout cas l'anecdote est amusante, Isadora Duncan avait dit à Albert Einstein, écoutez, on devrait faire des enfants ensemble, vous et moi, parce que comme ça ils auront mon physique et votre esprit. Albert Einstein avait répondu, non on va pas essayer parce que ça se trouve ce sera le contraire. Vous voyez, imaginez un petit peu un enfant avec, c'était pas très gentil parce que ça veut dire que la pauvre Isadora Duncan n'était pas très maline. En tout cas, c'était une grande artiste. En tout cas, voilà. Ce problème qui est posé par le génie, par la génétique, va notamment beaucoup interpeller Nietzsche. Et on va le voir à la fin de cette partie. Allez, on y va, on attaque. J'ai déjà passé assez de temps comme ça. Donc, on est dans le petit b de la première partie, l'artiste et le génie. Il y a beaucoup d'artistes dans la société à chaque époque, mais il y a très peu de génies. Qu'est-ce qui différencie l'artiste doué du génie ? Il y a plusieurs critères. Alors, quand je parle d'artiste doué, là aussi, ça peut poser question. Un artiste doué, le terme doué renvoie à la notion de don. Ça voudrait dire, là aussi, que certains artistes, certaines personnes naissent avec un don pour faire telle ou telle chose, et puis d'autres ne l'ont pas. Et c'est quelque chose qui peut se vérifier. Moi, je sais pas, par exemple, je suis nul en dessin, mais alors nul, totalement nul en dessin. Je suis une bille totale. Vous m'avez peut-être vu d'ailleurs faire des dessins au tableau avec mes petits bonhommes bâtons qui ressemblent absolument à rien. Je me force pas pour faire des trucs absolument ridicules. Simplement, j'ai pas le truc, j'ai pas la main. Même quand j'étais petit, je dessinais comme un pied. Et je me dis, et si demain je prenais des cours de dessin ? Est-ce que ça améliorerait les choses ? Oui, probablement, mais même avec toutes les meilleures intentions du monde, même avec les meilleures profs de dessin du monde, je ne suis pas sûr que mon trait finirait par être un trait de quelqu'un qui serait doué en dessin. On connaît des enfants qui, systématiquement, ont un trait extraordinaire, ont un trait magnifique. À
à quoi c'est dû? D'où ça vient? Est-ce que ces gens-là sont doués? Ce qui voudrait dire que le ciel les a touchés comme ça de sa grâce pour qu'ils réussissent à faire telle ou telle chose? Bah voilà, on ne saura jamais vraiment et le débat reste ouvert. Donc, entre artiste doué et génie, finalement, c'est un petit peu la même question qui se pose. Il y a des tas d'artistes qui sont des artistes tout à fait honnêtes et qui font des choses qui ressemblent à de l'art, mais qui pour autant ne seront jamais considérés comme des artistes vraiment extraordinairement doués ou des génies. Ils resteront des petits, entre guillemets, artistes, ou alors des artistes qui font des choses techniquement bonnes, mais pas très intéressantes sur le plan artistique. D'où vient la différence? Est-ce que, effectivement, avec des cours de dessin, je pourrais devenir un dessinateur ou un peintre renommé? Peut-être, mais en tout cas, je n'aurai jamais ce petit truc en plus qui fait que l'artiste va être doué ou l'artiste va être génial. Alors, on y va. L'artiste et le génie. D'abord, un génie. Alors, les 3 critères qui permettent de différencier le génie, à chaque fois, je serai vous, je surlignerai parce que c'est très important. Il y a beaucoup d'artistes dans la société à chaque époque, mais il y a très peu de génies. Qu'est-ce qui différencie l'artiste doué du génie? Il y a plusieurs critères. D'abord, un génie, c'est quelqu'un qui apporte des éléments nouveaux à un art donné. Souvent, le génie surprend, car il est en avance sur son époque. J'évoquais tout à l'heure Picasso. Effectivement, quand Picasso a commencé à présenter ses premières œuvres comme Les Demoiselles d'Avignon, il a énormément choqué son époque. D'autant qu'en plus, Picasso aimait bien jouer la provocation. Ces fameuses Demoiselles d'Avignon, en fait, il avait voulu représenter des prostituées. Et du coup, dans les expositions, quand on lui disait « Oh, c'est étonnant, qu'est-ce que c'est ?» Il répond « Bon, c'est des putes. » Donc évidemment, ça faisait un petit peu tâche. Et effectivement, souvent, le génie a un côté provocateur, en tout cas en avance sur son époque, qui ne correspond pas aux critères académique d'une époque donnée. Il faut que le génie bouscule et qu'il apporte des notions nouvelles. Je pense aussi par exemple à des artistes comme les Beatles. Moi je suis fan des Beatles. Qu'est-ce que les Beatles ont apporté de nouveau à la musique? Eh bien ils ont apporté un genre nouveau qui s'appelle la musique pop. Avant les Beatles, aucun artiste, aucun musicien qui faisait du rock n'aurait pensé à mettre des accords mineurs. Ou alors quand Paul McCartney compose la chanson Yesterday et qu'il convoque avec lui en studio un quatuor à cordes classique, il compose cette chanson absolument géniale qui s'appelle Yesterday et qui rompt avec son époque, parce qu'à l'époque, soit vous faisiez du rock, vous appeliez les Beatles, et vous aviez des guitares électriques, une batterie, et puis vous faisiez des chansons à la Chuck Berry, soit vous faisiez du classique avec un quatuor à cordes. Eh bien, hop, on mélange tout, on apporte quelque chose de nouveau, on va donner un ton nouveau. Aujourd'hui, quand vous écoutez un artiste pop, que ce soit Coldplay ou que ce soit Ed Sheeran, ils sont toujours un peu sur les mêmes bases que celles qui ont été portées ou posées par les Beatles, par exemple. Pas que les Beatles, je pense aussi aux Kings ou aux Beach Boys. En tout cas, ces gens-là posent les premières pierres en apportant quelque chose de nouveau, en prenant leur art à un moment donné et en l'emportant ailleurs. Ils nous donnent à voir ou à écouter des éléments qu'on n'avait pas l'habitude de voir ou d'entendre. Ce premier critère, c'est celui de l'originalité. Donc première chose pour un génie, il est original. Alors vous allez me dire, mais il y a d'autres artistes qui sont originaux. Ouais, effectivement. Ensuite, deuxième critère, un génie crée des choses qui lui sont très particulières. Il utilise des procédés qu'il construit lui-même et qu'il est difficile de reproduire ou de copier. Un génie est souvent imité, mais jamais égalé, car sa technique est, alors il manque un S, car sa technique est nouvelle et très personnelle. Ça, c'est l'unicité. Pourquoi Léonard de Vinci, par exemple, est considéré comme un génie? Parce que lui aussi a introduit quelque chose de nouveau et qui lui était très particulier. C'est un procédé de peinture qui s'appelle le sfumato. C'est-à-dire que quand Léonard de Vinci peint un personnage, quand il peint un sujet, il ne va pas détacher clairement le sujet du milieu ou comment ça s'appelle, le fond sur lequel il se trouve. C'est pas clairement délimité, il y a un petit peu de flou dans les contours. Ça, c'est complètement nouveau. Seul Léonard maîtrisait vraiment cette technique du sfumato qui a été depuis énormément copiée, mais seul Léonard maîtrisait vraiment cette chose-là. Et puis ensuite, enfin, un génie, sitôt qu'il crée une nouvelle façon de faire de l'art, va devenir une nouvelle référence. Ça aussi, c'est très important, qui va être suivi par d'autres artistes. Un génie est celui qui invente un mouvement nouveau et qui fait école. C'est l'exemplarité, parce qu'imaginez un artiste extrêmement original qui fait des choses totalement différentes, mais qui n'est pas suivi par d'autres. Il ne pourra pas vraiment être considéré comme un génie, quoi. C'est un petit peu un one-shot dans l'histoire de l'art. Par contre, si effectivement cette personne fait école, crée un genre nouveau, je parlais des Beatles avec la pop, on peut parler de Picasso avec le cubisme, eh bien, ça veut dire que c'est un génie, c'est-à-dire quelqu'un qui va être imité et qui va créer à lui seul tout un mouvement totalement nouveau. Donc si ces 3 critères-là sont réunis,
alors effectivement, on peut parler de génie artistique. Alors vous pourrez lire par vous-même, là je ne vais pas le lire entièrement parce que ça répète un petit peu ce que j'ai dit, à la page 210 de votre manuel, donc ce texte de Kant qui reprend cette fameuse définition du génie. Alors c'est pas vraiment Kant qui a inventé ça, mais enfin en tout cas il l'a formalisé dans son sa fameuse troisième critique, la critique de la faculté de juger. Et depuis, on se sert un petit peu de ça comme référentiel pour qualifier celui qui est génial et celui qui ne l'est pas, ou celle qui est géniale et celle qui ne l'est pas. La suite, attendez, toc. Quand un artiste est à la fois original, unique et exemplaire, c'est un génie. Or, ce qui dérange dans cette définition, c'est que le génie, n'ayant pas suivi de cours ou d'enseignement particulier, puisque ce qu'il fait est totalement nouveau et impose une nouvelle vision des choses, serait une personne naturellement supérieure à tout le monde. Donc ça, effectivement, c'est gênant, parce que ça va remettre sur le tapis, par exemple, l'idée de race. C'est-à-dire qu'il y aurait des races supérieures capables de créer des choses nouvelles, et puis des races inférieures qui se contenteraient de suivre. Ça va faire grincer des dents à pas mal de philosophes. D'ailleurs, le mot génie, je vous le disais tout à l'heure, vient de la même famille que génétique, ce qui renforce cette impression de supériorité naturelle. Alors, le génie est-il un personnage hors norme, avec un esprit différent et au-dessus de la moyenne, qui n'aurait pas besoin d'apprendre pour dépasser tout le monde et révolutionner son époque? Y a-t-il des hommes génétiquement supérieurs aux autres? Ce qu'on constate d'ailleurs souvent, et ce qui peut alimenter le débat, c'est que souvent, un artiste qui est considéré comme génial commence sa carrière en faisant des choses assez académiques. C'est-à-dire qu'il maîtrise d'abord les règles qui existent déjà, mais parfois en autodidacte total. Je vais reprendre mon exemple des Beatles, parce que voilà, je suis vraiment fan. Faut savoir que dans les Beatles, il n'y en a pas un seul qui savait, ils savent pas toujours d'ailleurs, écrire la musique, ils savent pas lire une portée. Paul McCartney se vante de ça, il a jamais su lire une portée. Il a commencé à faire de la musique en écoutant les artistes qu'il aimait à la radio. Je parlais de Chuck Berry, Little Richard, RIP, il vient de mourir, des artistes comme ça, et puis il reproduisait à l'oreille ce qu'il entendait à la radio. Et après, effectivement, les génies, ceux qui ne se contentent pas de copier, vont passer à la dimension supérieure en amenant des choses complètement nouvelles. Donc vous voyez que le génie, parfois, peut très bien n'avoir aucun cours, aucun didactisme qui lui viendrait directement, mais s'improvise lui-même artiste et parvient à dépasser tout le monde. Les exemples sont nombreux, il me semble aussi, justement, je parlais de Picasso, que Picasso n'avait pas les moyens de suivre des cours aux Beaux-Arts, et donc a dû se débrouiller par lui-même pour d'abord copier les œuvres qu'il aimait, faire des choses un peu dans le même style, dans un style académique, comme on dit, c'est-à-dire les écoles précédentes, avant de créer sa propre vision des choses et sa propre école. Nietzsche va donc s'attaquer à cette question, puisque Nietzsche, l'histoire des races différentes, ça le gêne un petit peu. On a déjà étudié Nietzsche sur plusieurs points, relisez un petit peu ce qu'on a écrit sur Nietzsche. Pour Nietzsche, soit tout le monde est exceptionnel, soit personne ne l'est. Mais il n'y a pas des gens qui sont supérieurs et d'autres gens qui sont inférieurs. Alors vous voyez, je vous avais parlé de ça, souvent Nietzsche a été considéré un peu comme un pré-facho, quelqu'un qui a beaucoup inspiré des idéologues comme Hitler. En fait, il n'en était rien. La lecture d'Hitler des œuvres de Nietzsche, avec cette fameuse volonté de puissance, avec cette fameuse race aryenne qui serait supérieure aux autres, c'est une lecture complètement bidon et complètement faussée des œuvres de Nietzsche. En fait, Hitler a simplement été embrigadé par la propre sœur de Nietzsche, qui était elle-même antisémite et pré-fasciste, et qui s'est mis ses idées dans la tête, alors qu'en fait, Nietzsche n'y croyait pas vraiment, et on va le voir notamment avec le texte qu'on va lire tout de suite. Nietzsche donc s'attaque à cette question, et pour lui, la réponse est clairement non. Alors, je vous invite à lire avec moi ce texte qui est aux pages 210 et 211 de votre manuel. J'espère que vous l'avez sous les yeux. Sinon, tu cliques sur la barre espace et puis tu vas chercher ton manuel et tu reviens et tu recliques sur la barre espace. Lâche aussi un commentaire, un pouce bleu, non, je déconne. Le culte du génie par vanité. L'activité du génie ne paraît pas le moins du monde quelque chose de foncièrement différent de l'activité de l'inventeur en mécanique, du savant astronome ou historien, du maître en tactique. Toutes ces activités s'expliquent si l'on se représente des hommes dont la pensée est active dans une direction unique, qui utilisent tout comme matière première, qui ne cessent d'observer diligemment leur vie intérieure et celle d'autrui, qui ne se lassent pas de combiner leurs moyens. Le génie ne fait rien que d'apprendre d'abord à poser des pierres, ce que je disais tout à l'heure, ensuite à bâtir, plutôt que de chercher toujours des matériaux et de travailler toujours à y mettre la forme. Toute activité de l'homme est compliquée à miracle, et pas seulement celle du génie, mais aucune n'est un miracle.
D'où vient donc cette croyance qu'il n'y a de génie que chez l'artiste, l'orateur et le philosophe, que seuls ont une intuition, mot par lequel on leur attribue une sorte de lorgnette merveilleuse. Une lorgnette, qu'est-ce que c'est? C'est les petites jumelles qu'on utilisait au théâtre, comme ça, une espèce de lorgnette un peu magique qui leur permettrait de voir un monde différent, tu parles. Une sorte de lorgnette merveilleuse avec laquelle ils voient directement dans l'être. Les hommes ne parlent intentionnellement de génie que là où les effets de la grande intelligence leur sont le plus agréables, et ils ne veulent pas d'autre part en éprouver d'envie. Nommer quelqu'un divin, c'est dire ici, nous n'avons pas à rivaliser. En outre, tout ce qui est fini, parfait, excite l'étonnement. Tout ce qui est en train de se faire est déprécié. Or, personne ne peut voir dans l'œuvre de l'artiste comment elle s'est faite. C'est son avantage, car partout où l'on peut assister à la formation, on est un peu refroidi. L'art achevé de l'expression écarte toute idée de devenir. Il s'impose tyranniquement comme une perfection actuelle. Voilà pourquoi ce sont surtout les artistes de l'expression qui passent pour géniaux, et non les hommes de science. En réalité, cette appréciation et cette dépréciation ne sont qu'un enfantillage de la raison. Alors que veut nous dire Nietzsche à travers ce texte? Il y a évidemment ici une critique de la société de son époque, mais aussi une critique généralisée des sociétés humaines en général. En fait, c'est plus de la paresse qu'autre chose pour Nietzsche, qui nous fait dire un tel est un génie, et puis nous, on n'est pas des génies, donc on va se contenter de suivre un petit peu bêtement, comme des moutons de panurge, ce que nous dit le génie, puisqu'on n'arrivera jamais à ce point-là. Et donc, on va élaborer comme ça un culte du génie pour ne pas avoir à penser nous-mêmes, et pour laisser les autres, certains autres, des orateurs, des philosophes et des artistes, penser et décider à notre place ce qui est beau et ce qui ne l'est pas, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est très handicapant et ça ne permet pas, selon Nietzsche, à la société d'évoluer. Sa théorie, je reprends la lecture, sa théorie est que le culte du génie est une fiction bien commode, inventée par la société par pure paresse intellectuelle. En effet, Nietzsche pense que chacun d'entre nous possède un potentiel immense de création, y compris de création artistique. Je vous renvoie à la fameuse notion de volonté de puissance. Pour Nietzsche, chacun d'entre nous, chaque être humain, est habité par un potentiel, une capacité de se développer à plus l'infini. Dieu sommeille en chacun d'entre nous. Mais chez certains, ils pioncent très très fort, ils ronflent beaucoup, parce qu'on ne veut pas se donner la peine. Et que la société est ainsi faite, dit Nietzsche, que malheureusement, il y a les assistés et puis ceux qui les assistent, et ça arrange tout le monde, parce que le génie, celui qui est en haut, va faire l'objet d'un véritable culte, et puis celui qui est tout en bas de l'échelle, lui, va gentiment se laisser aller. Or, dit Nietzsche, ça, c'est une mentalité malade. Et c'est une mentalité aussi, dit Nietzsche, qu'on retrouve dans les religions. Dans les religions, on nous dit priez, vous serez sauvés. Si on te donne une claque sur la joue droite, eh bien, tends la gauche. Sois gentil avec tout le monde, laisse-toi faire. Et Nietzsche dit non, il faut surtout pas obéir à ces injonctions-là, parce que sinon, la société n'évoluera jamais. Chacun d'entre nous, qu'il soit petit, grand, moche, beau, juif, pas juif, noir, pas noir, etc., a ses chances d'y arriver. Donc vous voyez à quel point l'idéologie raciste de gens comme Hitler a complètement dévoyé Nietzsche. J'insiste là-dessus, puisque Hitler était un grand fan de Nietzsche, sauf qu'il n'avait rien compris au film, absolument rien. Et que même quand Hitler avait rencontré Mussolini, il lui avait offert en cadeau les œuvres complètes de Nietzsche reliées en cuir. Quand on sait que ce mec-là brûlait des bouquins, ça fait un petit peu peur et ça fait grincer des dents. Donc je reprends ma lecture. En effet, Nietzsche pense que chacun d'entre nous, j'ai déjà dit, or c'est par paresse, par volonté de suivre le mouvement sans se poser de questions. Quand on dit que certains sont des génies, sont au-dessus du peuple, on se contente de suivre des têtes de file qui nous montrent le chemin à suivre. Or, que sont vraiment ces génies ? Pour Nietzsche, ce sont simplement des gens, comme tout le monde, qui ont su tirer parti de la naïveté générale et qui, en dissimulant l'important travail qui les a menés en haut de l'affiche, font croire à une apparente facilité pour qu'on les voie comme des gens exceptionnels qu'il faut écouter, suivre et surtout ne pas chercher à égaler. Vous comprenez pourquoi. Voilà donc comment on crée une société à deux vitesses, une société partagée entre ceux qui imposent leur morale, puisque la morale fait partie de ça. Quand je vous disais tout à l'heure, les génies sont ceux qui disent ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui est vrai, ce qui est faux, et ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Voilà, il y a forcément des implications qui sont morales. Donc qui imposent leur morale, leurs règles du jeu, et ceux qui se contentent de suivre sans jamais rien inventer. Tant qu'on n'aura pas vu que les génies ne sont en fait que des gens qui travaillent beaucoup, tant que chacun d'entre nous n'aura pas vu en lui-même l'immense potentiel qui sommeille en lui, alors ce culte des génies existera et la société restera égale à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc pour Nietzsche, soit nous sommes tous géniaux,
soit personne n'est génial. Mais il ne faut pas penser que certains naissent avec un esprit supérieur et pas les autres. Cela n'est, selon ses propres termes, qu'un enfantillage de la raison. Ça rejoint cette idée selon laquelle, pour Nietzsche, l'humanité n'en est encore qu'au stade de l'enfance et qu'il nous reste évidemment beaucoup à apprendre et beaucoup de sagesse à accumuler. C'est ce qu'il dit notamment dans des ouvrages majeurs comme Par-delà le bien et le mal ou encore le fameux Ainsi parlait Zarathustra, dont Richard Strauss a tiré une musique fabuleuse. Et c'est sur ce tintin que je vous quitte parce que ça fait 20 minutes. À très bientôt pour la prochaine vidéo.